grande C'est expérience donc américaine. à 17 heures ce soir, heure d'ici, donc 15 heures, heure de l'Utah, que le principal suspect dans l'assassinat de Charlie Kirk, Tyler Robinson, devrait comparaître. Mais déjà, ce qu'on vient d'entendre, ce sont les 7 chefs d'accusation donc, qui seront déposés contre lui. On parle de meurtre prémédité. C'est une offense fédérale, c'est ce qu'a dit le procureur Gray. Décharge d'armes à feu, obstruction à la justice, homicide en présence d'enfants, entre autres. Parlons des implications légales de cette affaire hautement médiatisée, évidemment, avec Maître Olivier Piton, avocat en droit civil aux États-Unis. Bonjour, Maître Piton. Bonjour. La peine de mort sera demandée. Ça a été confirmé par le procureur Gray. Robinson fait face à l'accusation la plus grave du Code criminel. Oui, absolument. Reste à savoir, là, ce à quoi on vient d'assister, c'est vraiment le dépôt des accusations formelles, c'est-à-dire que le procureur Jeff Gray a expliqué les raisons pour lesquelles le suspect est accusé. Et on va entrer dans une phase ensuite, un petit peu plus tard dans la journée, d'une première comparution du suspect qui va plaider soit coupable, soit non coupable. Mais effectivement, avec les charges provisoires que vous avez rappelées, il encourt en Utah de la peine de mort. En tout cas, il est probable qu'elle sera demandée, même si dans l'État, en l'occurrence de l'Utah, la peine de mort n'a pas été appliquée depuis une vingtaine d'années. Expliquez-nous comment ça devrait se passer en cours aujourd'hui pour Robinson. Est-ce que ça devrait être une assez courte comparution? Comment ça devrait se passer? Oui, la première comparution est toujours assez courte. En fait, ce qui se passe, c'est que le juge va demander au suspect s'il plaide coupable ou non coupable. D'après nos informations, Robinson devrait plaider non coupable. En tout cas, c'est ce que sa famille a laissé entendre. À partir de ce moment-là, ça signifie concrètement qu'il est toujours déclaré innocent. Et à partir de ce moment-là, le juge va décider de sa détention provisoire ou non et du montant de la caution. Il est plus que probable, pour des raisons évidentes, que le juge décidera le maintien de Robinson en détention. Et on passera ensuite à la phase suivante, qui est la représentation de Robinson par un avocat commis d'office ou par un avocat qui l'aura choisi. Et on va entrer ensuite dans la longue partie d'enquête à charge et à décharge pour essayer de déterminer les charges, la gravité des charges qui sont à l'heure actuelle proposées contre Robinson. Donc on va entrer dans une période effectivement assez courte là maintenant, qui est simplement la première comparution de Robinson devant le juge. On vient d'entendre les preuves que le procureur donc dit détenir contre Tyler Robinson. Bon, les textos avec son cochambreur, l'ADN sur la gâchette, ça a été mentionné au départ. À la vue de ces preuves, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme défense? C'est une très bonne question, puisqu'en fait, le plaider non coupable, c'est plus une stratégie, si vous voulez, de défense. Plutôt que... en fait, c'est un moyen, plus tard, pour le suspect, de pouvoir négocier avec le procureur et avec le juge. D'abord, première étape, le fait de se déclarer non coupable lui permet de réaffirmer la présomption d'innocence, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça lui permet ensuite d'entrer dans une phase de négociation de plaidoyer, c'est-à-dire d'avoir la possibilité entre l'avocat de la défense et la partie accusatrice d'essayer de trouver un accord qui soit plus favorable en termes de peine de mort en particulier ou de réduction des charges pour le suspect. Donc c'est plus une stratégie judiciaire plutôt qu'un positionnement, je dirais, d'ordre moral. On est vraiment dans de la cuisine juridique avec ce plaidoyer de non coupable qui est plus que probable. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé sa famille. Je veux par ailleurs qu'on se parle d'un autre cas, lui aussi très médiatisé, celui de Luigi Mangione, tueur présumé du PDG de la compagnie d'assurance United Healthcare. Survenu en pleine rue, les gens s'en rappellent assurément, ça se passait à New York. Il y a 2 accusations de terrorisme qui pesaient contre lui, qui ont été rejetées par un juge aujourd'hui. Comment le comprendre, Maître Piton, et qu'est-ce que ça a comme impact? Alors, en règle générale, quand il y a une double accusation à l'échelon fédéral et à l'échelon d'un État, on risque d'avoir une forme
comment dirais-je, de mélange des accusations, ce qui pose en fait un problème pour l'accusation. Et donc souvent, dans ce cas-là, surtout quand l'État, et là en l'occurrence la Pennsylvanie, est véritablement suffisamment armé pour porter le débat à la fois des charges et de la préméditation à l'égard de Mangione, en général, l'État fédéral se retire pour simplifier, fluidifier la procédure. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est donc là encore de la cuisine juridique, judiciaire, et ce qui permet à Mangione d'être uniquement confronté aux accusations à l'échelon de l'État de Pennsylvanie. Ça n'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui, mais en tout cas, ça simplifie, ça fluidifie et surtout, ça rend beaucoup plus rapide la procédure judiciaire. Est-ce que ce sera assurément devant jury? Et si oui, est-ce que la sélection du jury est compliquée par la médiatisation? Je le disais, hyper médiatisée. Déjà qu'il y a des gens, on le voyait, qui l'appuient, on en parle depuis un certain temps, qui étaient présents en marge de son retour en course, célébraient d'ailleurs le retrait des accusations. Oui, vous avez raison. Dès qu'un événement de ce type, que ce soit Robinson ou que ce soit Mangione ou d'autres, sont des événements extrêmement médiatisés, avec en particulier les images. Là, je parle plus de l'affaire Charlie Kirk et Robinson. Il est toujours très difficile d'arriver à déterminer l'impartialité et l'objectivité d'un juré. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réserve, puisqu'on a la possibilité de décider de ne pas garder tel ou tel juré. Donc, la défense, en général, peut décider de rejeter pour des raisons liées à simplement un doute sur la sincérité et l'objectivité du juré par un autre juré. Mais c'est un travail extrêmement difficile. Et dans les cas de grandes communications et de grandes audiences de ce type d'événement, ce point-là peut prendre effectivement du temps, parce qu'il faut être sûr que les jurés détermineront la peine ou pas la peine, l'innocence ou la culpabilité de quelqu'un en fonction de leur fort intérieur et non pas en fonction de ce qu'ils ont lu dans les journaux ou regardé à la télévision. Maître Olivier Piton, toujours très, très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.